ne concourt pratiquement déjà plus malheureusement pour le titre mondial. Expliquez-nous, il y a eu une chute il y a 15 jours au Grand Prix d'Europe. Il est revenu, il a terminé 6e là à Teuchenthal. Il est revenu en Belgique en début de semaine. Il a passé des examens très rapidement. Rien de cassé, mais rien ne va très très bien finalement. Je crois qu'il a fait une 22e place aux essais. Est-ce que c'est révélateur ou pas? Oui, justement, c'est révélateur que Joël est blessé. Il est même sérieusement blessé. On parle d'une contracture à l'épaule droite qui en fait s'est révélée lors des essais, des entraînements fitness que le pilote avait accompli au début de la semaine. Il s'est blessé, enfin apparemment donc il y a une contracture à l'épaule droite, mais d'après certains spécialistes ce serait plutôt une déchirure, ce qui serait beaucoup plus grave parce qu'à ce moment-là il devrait observer un mois de repos. Enfin on va voir maintenant ce qui va se passer, mais je crains quand même très fort parce que tantôt je suis d'aller avec lui chez le médecin, je ne sais pas ce qui a été dit chez le Toubib, mais il était tout de même très inquiet. Il va rouler ici devant vous, vous allez le voir dans quelques instants, sous l'effet de piqûres, d'infiltration, oui. Donc c'est dans de très mauvaises conditions et je ne pense pas que, je crains fort qu'il ne puisse terminer. Alors très vite pour terminer le round-up des Belges, on a Marnik Berwoods qui est pas mal en 5e place et puis juste derrière il y a notre ami Cédric Melotte, 6e temps aux essais, pas mal on va dire, prometteur. Tout à fait prometteur bien sûr, mais nous allons voir. Il est un peu fantasque Cédric et on ne sait pas exactement quoi. Il a un talent énorme. Il est capable de décrocher un podium aujourd'hui même et je ne sais pas, il faut voir comment ça va se passer. Il y a quand même pas mal de clients là devant. Il y a Berwoods bien sûr comme vous l'avez dit, il y a Evert, mais n'oubliez surtout pas Andrea Bartolini qui va très très fort et bien entendu le pilote local Yves Demaria. Voilà, vous voyez Stéphane là qui fait un coucou. Voilà Joël Robert qui l'embrasse. Avec de l'autre côté, voilà, il fait un petit tour là. Oui, ça c'était à Namur, c'était à Namur lors de ses 50e titre mondial. 50e victoire au Grand Prix. Donc il avait égalé le record de Joël Robert ce jour-là. Et puis il y a 15 jours à Teuchenthal, confirmation. Ouais. 51e victoire pour le numéro 1 que voilà, Stéphane Everts, qui a donc réalisé le premier temps aussi, premier aux essais qualificatifs. Il est bien, vous allez voir, vous allez apprécier. Pichon a dominé la situation, comme vous l'avez vu, de la tête et des épaules. C'est la grande classe, mais alors à côté de ça, Stéphane Evers, c'est la super grande classe, c'est absolument extraordinaire. Enfin, il faut voir, parce que la course reste la course et il peut se produire pas mal de choses durant celle-ci, notamment lors du départ. Très très bien. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, peut-être avec un pilote, allez savoir. Bonne course, et nous, on est prêts à démarrer là. Les principaux favoris, on vous les a énumérés, vous les connaissez. Les meilleurs pilotes sont de ce côté-ci de la grille. Ils ont eu le loisir de choisir leur trajectoire. On va voir s'ils ont été bien inspirés. Attention, c'est bientôt parti. On a eu une chute lors du premier départ en 250 tout à l'heure. Il va falloir être très très attentif. Alors, à qui le all shot cette fois-ci? C'est le candidat de l'extérieur qui a pris la meilleure envolée, Bartolini. Et alors que Stéphane doit être en 3e position, et j'ai vu Marnik Berwoods qui était juste derrière, donc les deux Belges en embuscade, et l'Italien bien placé devant Bartolini. C'est vrai qu'on devait s'en méfier. Eh bien, il nous le prouve aussi. Alors, très sympa, très intéressant. Il avait pris, lui, une trajectoire tout à fait différente. Didier, il est parti de l'extérieur. Il a profité peut-être d'une meilleure traction, je ne sais pas, ou en tout cas d'un état de piste un peu différent. Il a joué la carte de la vitesse et bien lui en a pris jusqu'à présent. Donc, Bartolini devant. Je crois que c'est Joël Smets qui a pris la tête. C'est en tout cas une KTM que nous avons devant. Stéphane 2, 3e, le numéro 21, c'est Andrea Bartolini, on l'a dit. Et alors, plus loin, on a Marnik et Yves Demaria qui a pris un bon départ aussi. C'est effectivement Joël Smets qui est en tête. Voilà. Voilà, on s'attendait au pire pour Joe. Allez, il est devant. Alors bon, est-ce que l'infiltration va pouvoir lui permettre de tenir la distance? On a vu au Grand Prix d'Europe la semaine dernière, enfin il y a 15 jours exactement, qu'il avait pris un bon départ aussi. Et puis évidemment, il avait lâché pied petit à petit. Alors, tout ce qu'on lui souhaite, c'est que ça se passe bien. Il partait de la 22e position, Joël Smets, avec une attaque déjà. Attention, il y a Stéphane qui est dans ses roues et qui est en train de... c'est difficile à dire, de boss en boss, la situation change. En tout cas,
2 Belges devant pour l'instant. Et la toute bonne surprise, c'est évidemment celle que vous avez sous les yeux, à savoir un départ fabuleux de Joel Smets alors qu'il était déjà catalogué comme grand perdant du week-end. Et le bac à sable dont on vous a parlé tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous à 11h, sachez que c'est une difficulté supplémentaire et complètement artificielle qu'on a ajoutée à ce tracé français. Alors si vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, eh bien accrochez-vous parce qu'il y a eu de nombreuses chutes. C'est un endroit qui est extrêmement difficile à négocier, ce bac à sable. Évidemment, pour nous, très égoïstement, on va dire que c'est un plus, puisque c'est un sable, Guy Bonnet nous disait tout à l'heure, qui ressemble très fort au sable limbourgeois. Donc pour nos pilotes qui s'entraînent là-bas à longueur d'année, normalement ça devrait bien se passer. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sérieux casse-pattes pour les autres concurrents. Voilà. Ce qui est sûr aussi, voilà, sortie du bac à sable, on vous le disait déjà, ça commence très fort. Donc attention. Tout à l'heure, ça a provoqué pas mal de décisions. C'est qui est dedans ? Jorgensen qui était dans la chute. Jorgensen dans la chute. Et j'ai vu, me semble-t-il, De Maria aussi passer en 3e position maintenant. Voilà, confirmation. Donc De Maria 3, 4 Bervoets. Et effectivement, grosse surprise alors, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être un coup de bluff là de la part de Joel Smets. Mais en tout cas, quel panache. Parce que bon, il faut quand même le faire, hein, diminuer comme il est. Si c'est de l'intox, c'est bien joué. Ah oui, ça pour l'instant, personne ne l'attendait. Je veux dire, même pas nous. Et même pas Stéphane Evers non plus, on l'a vu. Il est venu se poster 2-3 fois côte à côte là avec Joël, et il s'est fait tout simplement refermer la porte au nez. C'est dire que Joël finalement est déterminé. Il va pas lâcher le morceau comme ça. Attention, maintenant une attaque au bas de la descente. Ah oui, toujours très subtilement, Joël qui referme la porte. Ça, évidemment, c'est la bonne surprise de la course. Et moi, ça me déstabilise un petit peu parce que Guy Bonnet était avec lui à l'infirmerie le matin. Le bilan n'était pas franchement optimiste. Donc, on ne sait pas. Espérons que ça dure, pourvu que ça dure. Et pourvu qu'ils tiennent le coup, parce qu'on a vu tout à l'heure lors des 250 que c'était un tracé qui est extrêmement exigeant, surtout après une vingtaine de minutes de course dans la plupart des pilotes. Voilà, ça y est. Pas encore cette fois-ci. Non, c'est pas baisse encore. un peu le pied après 20 minutes de course parce que crampe dans les bras, etc. Surtout avec le passage délicat dont on vous parlait, ce fameux bac à sable. Et en attendant de retrouver son deuxième souffle, eh bien des choses peuvent se passer. Alors on va suivre ça de très près évidemment avec nos 2 pilotes bien en tête. On n'attendait pas ces 2-là pour ne rien vous cacher, mais vous l'avez bien compris. Et ce qui est important, c'est qu'on est 2 Belges. Voilà. Et attention, Stéphane, cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus vite, qu'il est plus rapide? On va pouvoir en juger maintenant que Stéphane a toute la piste devant lui et le choix de ses trajectoires, à mon avis, on devrait être fixé assez vite. En attendant, petit écart pour nos 2 pilotes. Attention, Joël n'a pas... Il s'accroche même. Il s'accroche et attention quand même à ne pas commettre d'imprudence pour s'accrocher à la locomotive Stéphane Evers. On va revoir 2 trajectoires différentes et s'en est fallu de peu pour qu'on ait un petit cataclysme belge en tête de la course. Donc, on refait nos calculs. Stéphane Evers, premier temps aux essais, il est devant. Deuxième, Joel Smets. À l'image, la bonne surprise, quasiment un miracle qu'il soit là, tellement il est apparu diminué. On a Yves de Maria, le coéquipier de Joël, qui avait fait forte impression il y a 15 jours en Allemagne. Eh bien, il confirme. Après une absence de 2 grands prix en début de saison, il est bien revenu, Yves de Maria. Il a une machine extrêmement performante, c'est la 4e d'usine, la même que celle de Joël. On peut certainement s'attendre à une bonne course encore une fois. Garcia Vico, l'Espagnol, en 4e position. Bartolini, qu'on attendait redoutable, a pris un départ, très bon départ. Il a lâché un peu prise. J'ai pas vu 6e, c'est peut-être Cédric Melot, allez savoir. Et puis Bétis, Zami, Carlson, Rodriguez. Et je vous rappelle qu'il y a eu une chute, mais en queue de peloton. Donc pas de bobo pour le leader. En tout cas, on va suivre ça très attentivement avec toujours Joel Smets à l'image. Vous avez eu le temps de disséquer un petit peu le peloton. Didier, ça donne quoi derrière? Ça donne De Maria déjà à 6 secondes. Ensuite, Garcia Vico qui a franchi l'obstacle que constituait Bartolini. Bartolini déjà à 10 secondes, Bervoets à 13. Et alors on retrouve ensuite Bétis, Zani et Peter Even également, un autre de nos compatriotes qui se trouve dans le top 15 à l'heure actuelle. Voilà ce que ça donne.
Et les écarts déjà très 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 importants me semble-t-il. Garcia Vico donc devant Bartolini à l'écran. Bartolini qui semblait quand même signaler que sa Honda manquait peut-être un petit peu de pêche et de puissance sur ce circuit où il y a quand même des montées très 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 importantes avec une forte déclivité. De plus, boueuse. Attention maintenant une attaque, je pense, d'ici quelques secondes de Maria sur Joel Smets. Joel est déjà, me semble-t-il, aux abois. Je crois que s'il est réellement diminué, je pense que c'est le cas, Joel doit essayer de chercher des points. Absolument. La casse, on va dire. Et des gros points, plutôt que d'aller s'enflammer dans des duels à couteau tiré avec des pilotes comme De Maria, qui sont devant leur public et qui veulent absolument jouer un résultat aujourd'hui. Il en va, je dirais, de leur morale pour le reste de la saison. On voit que Yves est en chasse pour l'instant, oui, c'est clair. Alors, 2 pilotes, même écurie, absolument aucune consigne à ce stade de la compétition. Non, je pense pas. Et puis en plus, sachant que Joël peut-être est diminué physiquement, eh bien, De Maria va avoir l'occasion de jouer sa carte maintenant. C'est le début du championnat aussi. Il est bien placé malgré ses absences de début de saison. Il a bien roulé en Allemagne. Il roule bien aujourd'hui en France. C'est le moment pour lui d'essayer de revenir. Et qui sait si la blessure de Joël venait à être plus importante qu'il n'y paraît, ben ça pourrait être une bonne carte pour KTM. Donc il ne faut absolument pas que Yves ne joue pas sa carte personnelle aujourd'hui. Du moins, c'est mon avis. C'est bien de nous le faire partager, mon cher Didier. Et voilà, par contre, on voit Stéphane Everts qui, comme Guy le disait ce matin, me semble excessivement à l'aise. Il avait l'air très confiant. Hein. Ouais, il avait croisé en salle de presse ce matin. C'est le Il cas. avait le sourire. Il me semble que De Maria est passé. De Maria est passé, effectivement. Ça, on le sentait venir. Hein. On le sentait venir depuis pas mal de temps, Yves De Maria. Et Joël, eh bien, il est un petit peu en difficulté, peut-être un petit peu entre attention. Là, vous voyez, un pilote qui a... Je ne sais pas s'il a chuté ou pas, mais... Non, c'est Garcia Vico. C'est Garcia Vico qui est en train de faire l'intérieur. Il passe Joël, attention. À l'extérieur, ce ne sera pas pour cette fois-ci, encore que sur le saut peut-être. Si, ok, c'est fait. Alors Garcia Vico en 3e position et Joël, un peu à l'image de ce qu'il avait fait à Teuchenthal en Allemagne, lâche graduellement prise. Espérons qu'il puisse résister le plus longtemps possible et comme vous le disiez Didier, ne pas aller chercher le dernier carin dans les duels, ne pas forcer la dose, ne pas forcer la main, on le voit assurer un peu le plus. Je vous interromps, mais on le voit dans le jump là en descente, suivi d'un freinage très appuyé. Joël ne saute pas. La difficulté, il se laisse aller dans la descente. C'est bien la preuve qu'il est diminué physiquement. Il le sait et il va agir plus que probablement en conséquence. Maintenant, je reviens quand même sur cette détermination exceptionnelle parce que diminuer comme il est, ben, c'est pas très évident. En plus, faire le all shot comme il l'a fait, ça veut dire quand même qu'il partait pas avec un a priori de perdant. Et donc, il va essayer de limiter la casse comme on l'analysait en début de course. Alors, Bartolini, on le voit à 17 secondes. Déjà important comme retard. Berwood, c'est à 24. On a laissé Marnik, il fait des courses un peu d'attente, hein, des courses intelligentes depuis le début de l'année. Peut-être un petit peu en déprime en Espagne, mais on savait qu'il avait souffert d'un virus dans le courant de la semaine qui précédait le Grand Prix. Sinon, on l'a vu il y a 15 jours à Teuchenthal, une course très régulière, très discrète, et puis hop, l'estocade en fin de course, et certains disent qu'il aurait pu aller chercher Stéphane. On ne saura peut-être jamais le fameux de cette histoire. En tout cas, il a terminé 2e, doublé donc belge à Teuchenthal il y a 15 jours. Aujourd'hui, on prend quasiment les mêmes et on recommence, sauf que Marnik est en 6e position pour l'instant, en 24 secondes, bien caché dans le ventre mou du paquet des leaders, on va dire. Donc, en attente pour Marnik. Étonnant de trouver Garcia Vico parce qu'il n'avait pas été performant comme ça depuis l'Espagne. Et lui aussi, j'ai l'impression que c'est un pilote qui a du mal à tenir la distance. Est-ce que c'est le sentiment? En tout cas, sur une course, parfois il est un petit peu limité. Non, j'ai ce sentiment également que Garcia Vico est un pilote qui peut réaliser ce qu'on appelle un exploit sur une course. Il peut être très très présent sur un circuit qui lui convient particulièrement. Ça a l'air d'être le cas aujourd'hui à Saint-Jean-d'Angély.
Bon, maintenant, je n'en ferai pas un favori au titre mondial, loin de là. En tout cas, je crois qu'il est quand même un tout petit peu en retrait, ne fût-ce que par rapport à nos 3 compatriotes, ça c'est déjà une chose. Mais en plus, face à un Bartolini qui affiche une polyvalence et une régularité qui me semble un petit peu plus intéressante dans l'optique d'un championnat. Parce que Bartolini, grossièrement, on va dire, on l'attend sur les terrains très rapides. Et puis, bon, là, en 15 jours, il y a quand même le Grand Prix d'Italie. Donc là, il va être un sacré client, évidemment, Bartolini. Et pour l'instant, Barto, l'Italien, est sur les talons de Joel Smets. Voici le duel qui nous occupe pour l'instant. Je crois qu'on peut quand même rappeler, Marc, la Honda 4 temps qui est aux mains de Bartolini est une machine qui est tout à fait neuve. Honda s'est lancé cette année en Grand Prix 500 avec un 4 temps, alors que jusqu'ici, eh bien, on en était toujours aux 2 temps. Et donc, bon, c'est vrai que même si le constructeur japonais a l'habitude de sortir de très bonnes machines, je suppose que la moto de Bartolini est encore perfectible. Certainement, l'Italien avait l'air de le dire, au niveau de la puissance qui est importante lorsqu'on a des fortes montées sur des terrains glissants comme c'est le cas aujourd'hui. Très très bien. Alors vous avez vu à l'arrêt, en tout cas après une chute, Joachim Karlsson, suédois, sur Usaberg. Disons qu'on ne compte pas sur lui pour venir bousculer les gros bras, donc pas d'incidence directe de course pour l'instant. Vous nous expliquez ce petit mouvement là de Stéphane? Voilà, on avait vu tout à l'heure, donc quand Justin Morris avait chuté en 250, il y avait un film qui est enroulé de part et d'autre des lunettes et qui défile devant les yeux du concurrent. Ça lui permet donc, en actionnant cette petite manette, de tirer littéralement du film propre devant ses yeux. Ça lui permet d'avoir donc une vision toujours optimale pour aborder les difficultés. Bon, parce qu'on a vu, les projections sont importantes et c'est vrai que la boue vient se déposer sur les lunettes. Il est important par contre d'avoir une vision très claire, où on pose les roues, c'est quand même essentiel dans ce sport. Alors, petite remarque aussi, on a vu que Stéphane avait muni la penne de son casque de film plastique également. C'est une remarque, je crois, qu'on pourra faire. C'est pour éviter tout simplement que la boule vienne se déposer sur le sommet du casque et alourdisse le casque vers l'avant, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement provoquer par la suite des problèmes, des raideurs au niveau du cou en fin de course, vu l'excédent de poids sur la penne. Et donc Stéphane s'est prémuni de ça également en mettant un peu de film plastique qu'il pourrait éventuellement retirer et jetant par là la boue qui s'est déposée sur la penne de son casque. Ouais, c'est assez intéressant que vous nous précisiez ce genre de détails qui peuvent avoir leur importance. Qui sait, après une demi-heure de course, bien vu en tout cas. Alors De Maria qui a sorti la grosse attaque là pour l'instant, il est à 11 secondes grosso modo de Stefan Everts. On l'avait déjà vu assez performant, Teutschenthal. On avait cru à un moment qu'il avait dû lever le pied en fin de course parce qu'il relevait une blessure et qu'il était un petit peu fatigué normalement. Et là, il nous prouve que c'était pas vraiment de la fatigue, puisqu'après on a su qu'il y avait un problème de sélecteur boîte de vitesse. Donc Garcia Vico est en 3e position à 16 secondes. Et puis on retrouve Joël face à Barto, pas mal. Pas mal. Et Bergwoods toujours en 6e position. Barto là qui vient de faire un petit écart. C'est tant mieux pour nous, on va dire. Donc Bergwoods à 35 secondes. Ouais, ça va être difficile pour Marnik parce qu'il est déjà à plus de 10 secondes, voire même pratiquement 15 secondes de Bartolini. Il l'a pas en point de mire. Et il est loin déjà, Marnik. Voilà une attaque maintenant. Oui, Joël ne va pas... Il ne va pas aller chercher. Oui, vous le voyez. Il l'a laissé passer, il a ouvert la porte à Joel Smets. C'est pas le jour pour aller chercher la confrontation directe et frontale avec ses adversaires. On va plutôt limiter la casse du côté de Smets, assurer une place le plus près possible des leaders, histoire de ne pas se faire décramponner au classement général. Course sage, course intelligente, on est déjà extrêmement content qu'il soit là, qu'il ait pris le départ d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été tout à fait assuré jusqu'à ce matin. Après une performance, je vous le répète, assez décevante, mais logique au chrono d'hier après-midi, puisqu'il avait terminé en 22e position, c'est dire s'il était mal. Aujourd'hui, là, il est en 6e pour l'instant, 5e position. Et ma foi, ça se passe pas trop mal. Je pense que tout le monde aurait... signé dès avant le départ pour qu'il termine à cette position finale. Rien n'est fait évidemment, là il y a 20 minutes de course, mais c'est pas trop mal. On savait qu'il n'avait pas résisté
de manière éternelle aux assauts de Bartolini. Bon, c'est fait. Visiblement, il n'y a pas un danger immédiat derrière. Il y a quand même Marnik Berwoods qui est juste derrière lui, normalement. Oui, et puis un autre Français, Bétis. On remarque que ça fait du chemin. Et lorsqu'on voit ici, lors des enchaînements montées et descentes, eh bien, on aperçoit que Joel Smets, en étant au sommet de la montée, Marnik Berwoods ne s'est pas encore présenté dans la descente précédente. C'est dire si Marnik est quand même loin. Un petit peu déçu parce que c'est vrai qu'on pensait voir Marnik Berwoods aux avant-postes, surtout sur ce qu'il avait laissé voir à Teuchenthal. Et bon, visiblement, le moteur diesel de Marnik a du mal à s'enclencher là. Mais bon, allez, on va lui faire confiance. Moi, je suis sûr qu'il va nous faire une remontée d'ici à la fin de la course. Je suis prêt à prendre les paris avec vous. Je suis certain que vous êtes avec moi sur ce coup-là aussi. Donc 15 secondes pour l'instant, mais on va quand même vérifier ça de très très près. Par contre, entre la 3e et la 4e place, c'est en train de se resserrer diablement entre l'Espagnol Garcia Vico sur 4e et Bartolini, l'Italien, qui vient donc de passer Joel Smets et qui est en pleine remontée après un départ, on va dire, décevant peut-être de l'Italien. On attendait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a pour l'instant un pilote en tête de la course, largement devant, à l'image de Pichon tout à l'heure. Et puis on a Smets qui joue placé, on va dire. Et Marnik qui est en 6e position. Et juste peut-être un peu derrière, on devrait avoir peut-être Cédric Melotte, dont on vous a déjà parlé. On l'a pas encore vu à l'image. Il doit naviguer aux alentours de la 6e, 8e place dans ces eaux-là, s'il n'y a pas eu de soucis depuis lors. On va se focaliser sur ce duel entre l'Italien et l'Espagnol. Deux hommes qui se tiennent aussi de très très près au classement mondial. Puisque Bartolini est 4e avec 58 points et Garcia Vico, l'Espagnol, est en 5e position. Donc ces deux-là, on les a retrouvés depuis le début de la saison. Ils sont hyper réguliers. Avantage peut-être au niveau performance à Bartolini, à l'Italien, mais aujourd'hui pour l'instant c'est l'Espagnol qui est devant. Trajectoire un peu différente, on vous disait tout à l'heure, certains prennent l'extérieur et se relancent, d'autres sont à l'intérieur dans ce bac à sable. Pour l'instant, pas énormément de chutes. Il y en a eu une au 2e tour, me semble-t-il, dans ce bac à sable. Et tout le monde a l'air de surfer un petit peu. Vous nous rappelez, tout à l'heure, vous avez très très bien décrit cette tactique, cette technique plutôt du franchissement du bac à sable. À l'occasion tout à l'heure, quand on y retournera, ce sera sympa que vous nous réexpliquiez exactement quelle est la meilleure position à adopter sur cet obstacle artificiel qu'on a ajouté au circuit et qui a donc été tout à fait homologué par la Fédération internationale. Donc, pas d'énormes surprises, si ce n'est que c'est, comme on disait, un bon avantage pour nous. Côté Bartolini, on lui sort les temps. C'est le moment de sortir la grosse attaque pour l'Italien. C'est vrai qu'il y a peut-être le podium au bout. Il a besoin d'être un peu encouragé, me semble-t-il, Bartolini, parce qu'il accuse un petit peu le coup. Je pense qu'il a déjà dû fournir quelques efforts pour remonter en 4e position, comme on le voit maintenant à l'écran. Et ça va pas être évident d'aller chercher Garcia Vico. C'est vrai que Garcia Vico roule bien. Et Bartolini a dû fournir un gros effort. On l'a vu également à Teuchenthal, il est capable de rouler en séquence, c'est-à-dire de se reposer un petit moment tout en maintenant l'écart et par la suite de reproduire à nouveau un effort et comme ça ainsi de suite jusqu'à la fin de la course. Il reste un quart d'heure, donc c'est pas fini du tout pour Bartolini. Alors on voit Thierry Bétis aussi, le Français, qui n'est pas qualifié à Teuchenthal. Et on constate aujourd'hui qu'il est transcendé par son Grand Prix en France. Voici Stéphane Evert, toujours très à l'aise. Ça sent la 52e victoire pour Stéphane, à plein nez. Alors Guy Bonnet nous disait... Voilà, on peut peut-être le voir, Stéphane, donc debout, il cale bien la moto avec les genoux. Il est légèrement en arrière et il s'arrange pour que la roue avant touche le sol le moins souvent possible, en tout cas touche uniquement le sommet de la crête suivante pour éviter de le piquer, dont nous avait gratifié Pete Berrer tout à l'heure. C'est une technique que Stéphane, évidemment, tout bon Limbourgeois maîtrise, puisque Stéphane est dans le sable. Il est tombé là-dedans quand il était petit. Oui, on peut dire ça, mais bon, on le voit aussi sur la boue. Et bon, c'est pas 5 fois champion du monde par hasard. C'est un pilote archi complet, Stéphane Evers. Toujours ce style de pilotage bien à lui, on le voit. Stéphane essaye toujours
de se tenir le plus souvent possible debout, tant que le circuit lui permet. Voilà, vous voyez toujours cette position où il pince littéralement la moto, donc le réservoir de sa machine par ses genoux. Il expliquait d'ailleurs, Stéphane, qu'il pilotait autant sa machine avec ses jambes qu'avec ses bras, parce que c'est un style de pilotage qu'il a, je dirais, un petit peu développé, en tout cas exploité, et ça lui permet vraiment d'avoir cette fluidité qu'on lui connaît. Vraiment, il est toujours les jambes bien serrées, toujours debout. C'est impressionnant, Stéphane, comment il parvient à piloter sa Yamaha. Là, c'est un peu plus à l'arraché, du côté oui, c'est Garcia. C'est pas une surprise, mais c'est vrai que quand on vient de suivre Stéphane pendant 40 secondes, là, on voit que c'est un peu plus laborieux. Ouais, c'est pas la même chose. Et évidemment, au niveau des chronos, ça fait toute la différence, évidemment. Oui, Stéphane Evert, c'est par exemple un de ces pilotes, on a l'impression qu'il n'attaque jamais. On a l'impression que tous les autres concurrents du plateau ont une attaque largement supérieure à la sienne. Et puis quand on constate les chronos, il est toujours devant, c'est à se demander comment il fait. Mais c'est cette fluidité, cette facilité justement qu'il a dans son pilotage qui lui permet d'afficher une facilité déconcertante. Alors les qualités de cet homme qu'on a à l'image, Yves de Maria, toujours placé et jamais victorieux à la fin de la saison. Oui, qu'est-ce qui lui manque? De Maria, il lui manque d'abord, je pense, un brin de chance, parce que c'est vrai que c'est un garçon qui s'est déjà beaucoup blessé. Donc c'est vrai que Yves a les capacités vraiment innées pour le pilotage. On le voit d'ailleurs, il est aussi très facile dans un autre style que Stéphane, mais également très facile. Mais il lui manque vraiment le brin de chance et alors un petit peu de constance dans une saison qui est, parfois il faut savoir se contenter de la 2, de la 3e place, parfois d'un jour sans aussi, sans pour autant perdre confiance et ne plus croire en ses chances. Et l'âge aidant, je pense que Yves, ça s'agit un petit peu, il essaye de raisonner. Et je le voyais récemment dans une interview déclarer qu'il arrêterait le jour où il serait champion du monde et pas avant, c'est-à-dire que lui aussi est déterminé, donc il cherche vraiment, Yves, à devenir champion du monde. C'est le seul titre qui lui manque d'ailleurs, vu qu'il est multiple champion de France. Et ceci dit, cette année, il a quand même loupé les 2 premiers Grands Prix, puisqu'il relevait de blessure. Donc, quand on sait que cette année, la configuration des championnats du monde, c'est 12 manches, vous en loupez 2, vous partez déjà avec un sacré handicap. C'est le cas, c'est ce que je disais, pas de chance. Yves se blesse en début de saison, il rate 2 Grands Prix. Voilà, ça fait tout de suite, je dirais, une 50aine, voire une 40aine ou même une 30aine de points dans la vue, en fonction des résultats qu'il pouvait espérer aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. C'est vrai que ces points-là, maintenant, il ne les refera plus, ça c'est sûr. Par contre, la saison est quand même encore longue et les autres, on le voit, Joel Smets, alors qu'il avait littéralement explosé en début de saison, a fini par se faire mal, un incident tout à fait anodin. Et voilà Joël maintenant en difficulté et Stéphane qui va pouvoir accroître son avantage au championnat du monde pour autant bien sûr qu'il aille jusqu'au bout ici de cette manche 500. Alors, parce que vous parliez des manches, il y a une nouvelle donne dans les Grands Prix, Didier. Alors, je ne sais pas si cette nouvelle donne de la manche unique est à l'origine du regain de suspense qu'on a vécu depuis le début de la saison. Mais bon, pour nous expliquer brièvement, cette année, on ne court plus qu'une seule manche. Enfin, depuis l'année dernière, il y avait 3 Grands Prix, 125, 250 et 500. Aujourd'hui, ils ont été regroupés en un seul. Évidemment, le schéma des courses a changé. Des traditionnels 2 manches de 40 minutes plus 2 tours, on est passé à une seule manche. Donc attention, il faut être extrêmement vigilant, ne pas se louper au départ, ça me semble important. Et puis, il y a évidemment moins de temps pour faire le ménage et pour récupérer ce qu'on a pu perdre lors du départ ou lors d'un mauvais dépassement, d'un mauvais choix mécanique. Alors je vous propose de jeter un petit coup d'œil. On avait sondé quelques pilotes à l'origine de la saison pour savoir s'ils allaient attaquer ces Grands Prix d'une manière un petit peu différente. C'était à Mons il y a quelques dizaines de jours et je vous propose d'entendre leur réaction et on reviendra directement derrière parce que pour l'instant les positions sont figées. On va écouter ce qu'a à dire par exemple Joël Robert à propos de ces manches de 35 minutes. On y va.
C'est dommage, la nouvelle structure, de faire des grands prix avec une seule manche et 35 minutes. C'est un peu triste parce que moi je vais vous dire que le sport moto, le motocross surtout, est un sport d'athlète, vraiment de costaud, de superman à la limite. Et aujourd'hui, on va faire des courses de 35 minutes plus 2 tours, une manche, c'est un grand prix. Qu'est-ce que ça change pour nos pilotes? Ça veut dire que ceux qui étaient costauds, ceux qui étaient devant, ils vont rester devant. Tout à fait, ça ne change rien pour eux, ils vont rester devant, mais eux-mêmes se plaignent parce qu'ils n'ont plus la distance, je veux dire, et ça diminue un peu leur effort. Il va y avoir beaucoup de cross. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands pilotes qui sont dans des teams sont obligés de faire le championnat du monde uniquement et quelques épreuves à côté. Donc ils doivent s'entraîner, faire un surplus d'entraînement, mais l'entraînement n'est pas la compétition. Alors ça risquerait un jour de diminuer la valeur du pilote. En général, on roule un petit peu plus explosif, plus agressif peut-être, parce qu'il y a moins de temps de rattraper quand tu prends du retard. Au début, il ne reste plus beaucoup de temps. Ils n'ont plus beaucoup de temps. Il reste au moins déjà pas une deuxième manche. Donc il faut faire tous dans une manche. Donc c'est un petit peu plus explosif. Est-ce que vous avez changé votre style de conduite pour ça ou bien c'est quelque chose que vous allez adapter au fur et à mesure? Non, c'est pas une question de changer de style, mais c'est surtout une question de changer un petit peu ton entraînement. Alors des réactions, Didier, par rapport aux propos de nos ténors? Je crois que tout est dit. D'un côté, Joël Robert qui stipulait bien que les pilotes ont l'impression parfois de ne plus rouler assez. De l'autre côté, Joël Smets qui explique que tout est à faire maintenant en une seule manche. C'est vrai qu'il n'y a plus l'opportunité pour les concurrents de se louper dans une manche. Il y a moins de points aussi à se partager. Et donc il faut être, je dirais, plus constant que jamais. Éviter aussi à tout prix les abandons parce que ça coûte évidemment très très cher dans l'optique d'un championnat. Alors qu'avant, sur 2 manches, c'était moins le cas. Donc je reviens peut-être aussi sur ce que disait Joël Robert, que les pilotes partagent pas toujours cet avis. Donc en tout cas, jugent que la manche unique est quelque chose qui leur est, je dirais, moins favorable. Il y a eu une levée de bouclier quand même assez importante à partir du moment où on avait annoncé la disparition des 2 manches au profit d'une manche unique. Les pilotes trouvaient ça dommage. C'est vrai qu'on les voyait moins aussi pour les spectateurs. Voilà, les choses évoluent pour besoin de la télévision également. Donc je pense que Joël, en disant qu'il a dû adapter sa préparation, ça c'est vraiment l'enjeu réel qu'il y avait. Donc au lieu d'avoir de l'endurance sur 2 manches, 2 fois 40 minutes et 2 tours, avec bien sûr une récupération et une période de récupération qu'il fallait mettre complètement à profit pour régénérer ses ressources, et bien maintenant c'est un sprint de 35 minutes où il faut tout donner. Très très bien. Voilà qui est bien résumé. On n'a pas manqué grand-chose dans cette course, si ce n'est tout à l'heure, vous avez vu très rapidement une chute dans ce bac à sable dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et c'est le Français Thierry Bétis qui a laissé des plumes dans l'aventure. Il était quand même en 7e position. Thierry Bétis, je ne sais pas exactement ce que ça lui a coûté. Il est reparti assez vite malgré tout. Donc voilà. Alors, pour revenir sur la tête de la course, on vous disait que les positions étaient, on va pas dire acquises, hein, c'est jamais le cas, mais ça n'a pas grandement changé puisqu'on a toujours Stéphane devant et puis Yves de Maria qui mène la chasse quasiment depuis le début de la course et Garcia Vico qui nous surprend quand même par sa régularité. On va pouvoir voir quasiment en direct l'écart entre De Maria et Vico. 7 secondes, est-ce que ça a changé? Voilà, pas grand-chose, sauf que De Maria semble-t-il corriger un tout petit peu le tir. Et derrière Garcia Vico, il y a toujours Bartolini qui bute sur le pilote espagnol. On sait que Barto est un bon finisseur, hein, donc il va falloir se méfier aussi des qualités de l'Italien alors qu'il reste environ 5 minutes de course plus 2 tours donc pour cette manche unique. Maintenant, vous savez exactement comment ça se passe dans ce long sprint. Vous voyez là Garcia Vico qui passe et Barto qui arrive ici un petit peu à l'arraché quand même, l'Italien. Allez, Barto, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a 30 mètres à récupérer. Il a l'Espagnol en ligne de mire depuis un quart d'heure maintenant. Il n'arrive pas à recoller, l'Italien.
Oui, je crois qu'on pourrait aussi, Marc, reparler de Marnik Bervoets, qu'on pensait voir ressurgir à un certain moment. Or, on est engagé maintenant quand même dans la dernière partie de la course et toujours pas de Marnik à l'horizon. Donc, je suis quand même un petit peu déçu. Par contre, coup de chapeau à cet homme. Incontestablement, Joël Smets a prouvé aujourd'hui que c'était un grand champion, c'est un costaud, comme disait Joël Robert tout à l'heure. D'ailleurs, ils s'entendent très bien dans l'équipe belge du motocross des nations. Joël Smets et Joël Robert, c'est deux grands copains. D'ailleurs, si Joël Smets tient son prénom, eh bien, c'est tout simplement parce que ses parents étaient de grands admirateurs de Joël Robert. Donc, il pouvait y avoir qu'une amitié entre ces deux-là. Voilà, il est à 51 secondes, mais toujours 5e. Et comme je le disais, pas de Bervoets à l'horizon. Marnik, non, il n'est même plus en 6e position, Marnik. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un petit souci technique pour Marnik? On ne sait pas. Je sais pas, on verra peut-être d'ici à l'arrivée si... je sais pas, est-ce qu'il y a eu une blessure, des soucis mécaniques? Tout est ouvert pour l'instant. En tout cas, effectivement, c'est la déception du jour pour nous. On va pas être trop gourmand. On a quand même Stéphane qui est en tête et Joël qui limite quand même très bien la casse finalement, parce qu'avec une 5e position, il ne va pas perdre trop de points au classement général. Attention, qui commence à fatiguer un peu Yves de Maria. Les petites erreurs se multiplient, les petites fautes se font de plus en plus nombreuses. Et même, c'est vrai, cet écart se maintient. Je pense que Stéphane a vraiment la course en main. Et il va laisser jouer Yves de Maria un petit peu au yo-yo, le laisser revenir de temps en temps, puis remettre une petite couche par la suite. Mais je ne pense pas qu'Yves ait les ressources vraiment pour aller attaquer et chercher la confrontation directe avec Stéphane Evert. En tout cas, fortement encouragé, comme c'est logique. Comme on pouvait le prévoir, Yves de Maria. Je suppose qu'il aurait voulu être un peu plus au coude à coude avec Stéphane, mais Stéphane s'est envolé, il lui a jamais laissé l'occasion de revenir. Bon, est-ce que Joël a joué un petit peu au tampon entre les deux de manière tout à fait involontaire? C'est sûr. Si De Maria avait réussi à passer un peu plus vite l'obstacle Joël Smets, peut-être aurait-il pu s'accrocher, mais on a vu quand il était revenu sur Stéphane, à un moment il était à 20 mètres que bon, c'était pas pour lui aujourd'hui. Donc course d'attente aussi pour De Maria. Je pense qu'une 2e place c'est toujours bon à prendre. Il va falloir se méfier quand même du retour de Garcia Rico qui ne lâche rien du tout. L'Espagnol, il est là depuis le début. Les positions, on s'attendait à une grande bagarre en 500. Finalement, il y en a eu plus en 250 parce que là, les positions se sont établies très rapidement. Et puis depuis lors, chacun campe un peu sur sa position, sur sa tactique de course. Cette fois, Bartolini, on le voit, est décramponné, ce qui fait que la bagarre pour la 3e place, ça me semble également joué. Attention derrière, toujours les poursuivants, mais toujours avec beaucoup d'écart. Il n'y a personne pour l'instant qui est dans une position favorable pour placer une attaque, en tout cas suffisamment proche. Et je crois qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Il va rester, je pense, 2 tours. Donc, je vois mal Bartolini maintenant s'engager dans un effort. Je pense qu'il est trop tard pour Barto de faire encore, de produire encore un effort supplémentaire pour essayer de revenir. À moins bien sûr que Vico ne craque, mais on a vu quand même qu'il était balèze. Il est solide depuis le début. Il n'est pas loin, Barto, mais depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à recoller. Ouais, toujours ce bac à sable qui les inquiète, on le voit. C'est logique, on a vu en 250, il y avait pas mal de victimes, sans trop de bobos, heureusement, mais ils sont bien inspirés de se méfier de ce passage. Allez Joël, il n'y a plus beaucoup à tenir, il y a encore 7-8 minutes de course à gérer et repartir de là avec une 5e place, on va le dire, carrément inespéré, si on s'en remet aux suppositions d'avant-course. Ça lui fera quand même 11 points à Joël Smets, et dans l'optique du championnat, c'est toujours très important, bien sûr. C'est beaucoup mieux qu'un abandon.
Et bon, quand on fait le décompte final, on dit toujours que c'est à la fin de l'année qu'on remet les bulletins. Et c'est vrai que parfois, il manque un petit point par-ci, par-là. Et c'est précisément ce genre de courses qui parfois peuvent faire la différence, alors même qu'on est diminué. Ça fait quand même 11 points qui tombent dans l'escarcelle. Et ça, c'est toujours précieux. Toujours cette prudence. Il ne saute pas dans la descente. Voilà, 2 tours enfin. Stéphane, relax. Il n'y a pas de pression. Pas de pression pour Stéphane Everts. Presque aussi souverain, quasiment aussi souverain que Pichon tout à l'heure en 2,50. Évidemment, ça tue un petit peu le suspense pour la bagarre finale, mais on est peut-être parti pour une 52e victoire. Enfin, on a l'air bien parti pour une 52e. C'est quand même intéressant, Marc, de constater que lors des 2 premiers Grands Prix, Stéphane avait fait preuve d'humilité en disant Joel Smith, à ce stade-ci de la saison, est beaucoup plus rapide que moi. J'ai essayé, mais je ne parviens pas à aller le rechercher. Il se plaignait souvent d'avoir mal au bras. Et puis alors, en une fois, comme par enchantement, alors que son adversaire principal est en difficulté, le voilà qui ressurgit. Donc il arrive en forme au bon moment, je dirais, et c'est pas mal vu de Stéphane Everts qui maintenant va conforter ce soir sa première place au championnat du monde. Est-ce qu'il devient c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'il devient le favori du championnat? De toute façon, j'estime qu'il était déjà au départ en compagnie de Joel Smets avec 50-50 peut-être aux 2 concurrents. On connaît la détermination de Joel, on connaît le professionnalisme et la classe de Stéphane. C'est vrai que ça en fait de toute façon 2 candidats 50-50 à ce titre mondial. On constate aujourd'hui que Joel a très bien entamé la saison et que même Stéphane Everts était incapable d'aller le chercher en début de saison. Maintenant, c'est l'inverse, c'est Stéphane qui est plus fort, alors que Joel Smets souffre vraiment le martyre maintenant de sa blessure. Donc c'est vrai que Stéphane, plus que jamais, va occuper une position maintenant de favori. Et comme en 250, on a un duel Bollé-Pichon, et bien ici ça va être un duel Everts-Smets, me semble-t-il, pour peu évidemment que Joel puisse récupérer rapidement. C'est ça, parce que la question clé, ça va être de savoir à quelle vitesse Joel va pouvoir guérir de sa blessure. Alors comme disait Guy tout à l'heure en ouverture, si c'est une simple torsion, ça fait quand même 15 jours supplémentaires pour lui pour retaper son épaule. Par contre, si c'est une déchirure ligamentaire, c'est vrai que ça s'annonce beaucoup plus délicat pour la fin de saison. J'imagine que dans les jours à venir, on devrait être si pas rassuré, en tout cas informé sur l'état de santé de Joel. Donc ça va être la question clé de la suite de cette saison. On va voir comment Joel va récupérer. Je crois qu'il y a une autre question clé aussi qu'on pourrait éventuellement rajouter, Marc, ce serait tout simplement de se dire est-ce que Yves de Maria est capable d'aller encore crescendo, c'est-à-dire